Bonjour, bonjour, bienvenue. Il est midi passé, alors on débute la 8e conférence COVID et milieu de travail. Alors, bienvenue à tous les participants. Cette conférence fait donc partie d'une série de conférences qui a été amorcée en novembre dernier. Elle est produite avec la collaboration de l'ESPUM. Elle est accréditée par la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on peut aller à la prochaine. Alors, dans un premier temps, je vous présente les objectifs, l'objectif principal de l'ensemble du programme des conférences qui ont été préparées. Alors, au terme de l'activité, excusez-moi, au terme de ces activités de formation, les médecins professionnels du réseau de santé publique disposeront des arguments nécessaires, éclairés par des connaissances et opinions d'experts, les plus récentes pour orienter leurs activités contre la COVID-19 dans les environnements de travail. Alors, vous avez reçu le programme de la journée, de la conférence. Prochaine diapo. Je vous présente le comité scientifique et le comité organisateur que je remercie. Alors, vous avez des gens de l'ensemble du Québec. J'aimerais surtout aussi souligner le travail du comité organisateur. Alors, Stéphane Caron et Marie-Ève Pelletier. Mylène Trottier a participé à plusieurs autres webinaires. On poursuit maintenant avec Stéphane Caron. J'aimerais aussi vous indiquer que l'activité respecte le code d'éthique du Conseil québécois du développement professionnel continu des médecins et que tous les membres du comité scientifique et organisateur n'ont déclaré aucun conflit d'intérêts. Le déroulement et consignes. Alors, de façon générale, pour vous tous, les micros et les caméras sont fermés. Par contre, vous aurez l'occasion d'écrire des questions dans l'espace chat. La sollicitation des questions se fera en 2 temps, donc après chacune des présentations. Il y aura une évaluation de l'activité. Elle est importante pour nous, pour bonifier, améliorer le travail qui est fait, mais aussi pour vous. Ça vous permet d'obtenir des attestations, les crédits que vous souhaiteriez. La conférence est enregistrée, donc il est possible de l'écouter en mode asynchrone. Cependant, évidemment, nous la mettons en ligne à condition que les panélistes l'acceptent. Alors, je vous présente sans plus tarder votre animatrice et les présentateurs. Alors, pour l'ensemble de la conférence, Monica Tremblay du Centre de gestion de projet va être l'animatrice de l'ensemble de l'activité. On a avec nous Dr. Rainer Banken, Dr. Evelyne Cambron-Goulet, Marc Simard, Dr. Émilie Mantorp et Dr. Stéphane Caron. Encore une fois, toutes ces personnes n'ont déclaré aucun conflit d'intérêt et bon, encore une fois, l'activité respecte le code d'éthique, mais je vais passer sans plus tarder la parole à Monica qui pourra présenter les objectifs de la conférence et présenter les différents présentateurs. Merci beaucoup. Bon webinaire. Bonjour, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette activité de formation sur les recommandations COVID pour les groupes de travailleurs vulnérables. Au programme, on a une présentation sur l'évolution des recommandations pour les travailleuses enceintes et qui allaitent avec Dr. Rainer Banken et Dr. Evelyne Cambron-Goulet. On aura ensuite une première période de questions. Ensuite, on parlera de l'impact des maladies chroniques sur le risque de décès et d'hospitalisation liés à la COVID-19 avec M. Marc Simard. L'évolution des recommandations pour les travailleurs immunosupprimés et ceux avec maladies chroniques avec Dr. Émilie Mantorp et Dr. Stéphane Caron suivront. Et on aura alors la deuxième période de questions. Au terme de l'activité, vous serez en mesure de définir les catégories de travailleurs vulnérables face à la COVID-19, de distinguer les recommandations pour protéger les travailleuses enceintes ou qui allaitent, les travailleurs immunosupprimés et ceux avec des maladies chroniques contre la COVID-19, préciser l'évolution de ces recommandations depuis le début de la pandémie et enfin spécifier l'impact des maladies chroniques sur le risque de décès et d'hospitalisation liés à la COVID-19 au Québec. Sans plus tarder, je vous présente les 2 premiers conférenciers qui vous exposeront l'évolution des recommandations pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent. Rainer Banken
œuvre depuis 5 ans en santé au travail à la Direction régionale de santé publique du CIS de Laval comme médecin à tout faire, médecin responsable, médecin conseil et médecin désigné. Après un début de son cours de médecine en Allemagne à Berlin-Ouest, il l'a terminé à l'Université de Montréal pour ensuite travailler en médecine d'urgence et en santé publique. Pendant une vingtaine d'années, il s'est consacré aux évaluations de technologies de la santé au Québec, aux États-Unis et au niveau international. Evelyne Cambron-Goulet est médecin spécialiste en médecine préventive et santé publique. Elle est médecin conseil au service de santé environnementale et de santé au travail de la Direction de santé publique de la Montérégie depuis 2011. Elle est coprésidente de la communauté médicale de pratique d'harmonisation pour une maternité sans danger, la CMPH-PMSD, depuis 2015. Elle est également professeure agrégée au département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke. Tous les deux sont membres du groupe de travail SAT-COVID-19-PMSD. Le temps qu'on vous partage l'écran, je vous rappelle la période de questions suivra la présentation de Dr. Banken et de Dr. Cambron-Goulet. Vous êtes invités à inscrire vos questions dans le clavardage ou chat. Rainer? Oui, c'est bon. Donc, je vais vous parler de l'évolution des recommandations COVID-19 pour le PMSD. Donc, le PMSD, le programme pour une maternité sans danger, qu'on appelle aussi communément retrait préventif. Donc, quand on parle d'évolution des recommandations, on parle aussi de l'évolution des incertitudes et connaissances. Et ce sont les recommandations qui sont la charnière qui fait basculer les connaissances en action. Alors, on va commencer par le PMSD. Je vais vous parler un peu danger versus risque, le principe de précaution. Et c'est Evelyne qui va continuer avec l'évolution des recommandations fonctionnelles des incertitudes et connaissances, la version 3.1, la version actuellement en vigueur, et les perspectives pour les prochaines versions. Donc, le PMSD découle de la loi sur la santé et la sécurité au travail. L'article 40, une travailleuse enceinte qui fournit à l'employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques. Et quand on parle de dangers physiques, c'est élargi. Donc, c'était physique dans le sens initial, mais là, c'est plutôt l'ensemble des dangers qui ont un impact sur la femme enceinte ou sur le fœtus. Alors, les dangers physiques pour l'enfant à naître ou à cause de son état de grossesse pour elle-même peut demander d'être affectée à des tâches qui ne comportent pas de tels dangers et qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir. Donc, vous voyez, ce n'est pas un retrait préventif, c'est une réaffectation à des tâches qui ne comportent pas les dangers. Par contre, si l'affectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou jusqu'à la date de son accouchement. Donc, ces articles de la loi sur la santé et la sécurité au travail sont en quelque sorte la mise en application, le passage des connaissances à l'action qui s'inscrit là-dedans. Donc, si on compare ça avec d'autres recommandations de santé publique, ou si les recommandations pour d'autres groupes vulnérables, les recommandations qu'on fait au PMSD entrent en vigueur et sont appliquées. C'est la recommandation médicale qui, avec ces articles de loi, avec les certificats, sont appliqués pour la femme enceinte. Peut-être quelques notions sur danger versus risque. Donc, vous êtes en santé publique, vous connaissez probablement le cadre de référence de gestion des risques en santé publique. Alors, la définition de danger, c'est tout agent qui peut seul ou combiné à d'autres avoir un potentiel intrinsèque d'engendrer des effets négatifs. Le risque, c'est la probabilité que le danger se réalise. Quand on parle de l'interprétation juridique, parce que tantôt vous avez mis le mot danger, jusqu'au début des années 2003, la notion de danger de la loi, l'interprétation juridique était, par les tribunaux administratifs, était à peu près la même que la notion de danger du cadre de gestion. Alors, par exemple, une citation pour une technicienne de laboratoire,
La proposition de l'employeur de fournir des équipements de protection individuelle, soit des gants et des masques, qui réduisent le risque d'infection par contamination, n'est pas conforme. Donc, dans ce jugement-là, jusqu'au début des années 2000, il y avait souvent, on disait, c'est la présence d'un danger, d'un risque potentiel qui fait en sorte que la femme doit être retirée, même si elle est protégée par les équipements. Ça a changé en 2007, un jugement qui fait jurisprudence, qui a été émis par un banc de 3 juges du tribunal administratif. Il ne faut pas interpréter l'article 40 comme signifiant qu'aucun risque ne doit être présent. L'exigence d'une preuve de risque zéro viderait cet article de son sens. Le droit prévu à cette disposition est celui de demander d'être affecté à des tâches ne comportant pas de danger pour les travailleuses enceintes. Pour constituer un danger, les risques doivent être réels. Un risque virtuel, une crainte, une inquiétude n'est pas suffisant pour conclure un danger. Les risques doivent être réels, malgré tous les efforts faits pour le contrôler et l'éliminer. Il demeure présent et peut entraîner des conséquences néfastes pour les travailleuses enceintes et pour l'enfant naître. Alors, on parle d'une probabilité de concrétisation qui est non négligeable. Alors, c'est bien important de comprendre la notion danger PMSD aujourd'hui n'est pas la même notion danger du cadre de gestion du risque. Comment est-ce qu'on fonctionne? Donc, il y a ce certificat qui est émis par le médecin traitant, le professionnel de la santé qui effectue le suivi de grossesse, et il doit faire une consultation obligatoire au directeur de la santé publique. En 2020, il y a environ 40 000 demandes qui ont été faites par 900 professionnels de la santé. Les directeurs de la santé publique désignent des médecins désignés, il y en a une soixantaine, qui sont organisés sous forme de communautés de pratique. Et l'autre chose importante de savoir, si le retrait préventif donc l'employeur peut recevoir des indemnisations si elle doit l'affecter à des tâches qui des tâches, un salaire, un poste qui a une moindre rémunération. Si un retrait préventif, c'est la travailleuse qui reçoit des indemnités de remplacement de revenus. Nos recommandations, on les a élaborées à partir d'une veille et l'analyse de la littérature scientifique et littérature grise. Il y a une délibération des auteurs du document pour arriver à un consensus et ensuite un processus de révision par les experts de l'INSPQ, publication par l'INSPQ. Si on se remet il y a un peu plus qu'un an, en février, on ne savait pas trop exactement à quoi s'attendre pour les risques. Donc, je pense que c'est vraiment un moment, un exemple où le principe de précaution qui s'applique. Donc, ça, c'est une citation de l'INSPQ. L'application de la précaution est justifiée dans un contexte d'incertitude scientifique lorsque les preuves raisonnables indiquent que la situation pourrait générer des effets nocifs pour la santé, même lorsque les mécanismes causaux, les effets n'ont pas été démontrés scientifiquement. Alors, nous sommes en février 2020. Vous vous souvenez peut-être le 31 décembre 2019 qu'il y a eu l'éclosion à Wuhan en Chine. Et c'est le 11 mars 2020 que la pandémie a été déclarée par l'OMS. Donc, au mois de février, on s'est commencé à se pencher sur, et puis, qu'est-ce qu'on fait pour les femmes enceintes? Évidemment, c'est une nouvelle maladie. On n'a à peu près aucune information sur ce que ça pourrait avoir comme effet sur la femme enceinte. Alors, on s'est orienté au mois de février avec un article de Lancet, COVID epidemic, what about pregnancies? Alors, on a fait le parallèle avec le SRAS-CoV-1, où il y avait dans un petit groupe, parce que vous vous souvenez peut-être SRAS-CoV-1, les gens sont très malades, donc il y a beaucoup moins de personnes qui étaient atteintes. Il n'y avait pas de personnes asymptomatiques. Alors, 12 femmes enceintes, impact important de 7 femmes fausses couches au premier trimestre. Et c'est sur cette base-là qu'on a décidé que oui, la SRAS-CoV-2 représente un danger pour la femme enceinte et il faut émettre des recommandations en ce sens-là pour le PMSD. Il y a eu différentes versions. 13 mars,
27 mars, 17 juillet, 1er juin. Je vous ai mis des références vers des versions qui sont encore disponibles parce que malheureusement, l'INSPQ ne rend pas disponibles les versions antérieures. Je pense que c'est important pour que les gens trouvent toujours les recommandations qui sont en vigueur, mais ça pose un problème lorsqu'on veut retracer l'évolution. Même des fois, avec nos recommandations, on réfère des documents à certaines dates qui ne sont plus disponibles par la suite. Je pense que dans un post-mortem, ça pourrait être intéressant que l'INSPQ se penche sur la question comment rendre disponibles les versions antérieures des différents documents qui ont évolué au cours de la pandémie. Donc, il y a une évolution des connaissances par rapport à ça, surtout version 1, version 2. Version 2, contexte de transmission communautaire. Il fallait, entre les différentes versions, lorsqu'il y avait des recommandations plus sévères, contacter l'ensemble des femmes enceintes. Donc, il y a eu, entre la version 2 et la 3, plusieurs milliers de femmes enceintes qui ont dû être contactées pour les avertir qu'il y a de nouvelles recommandations en vigueur. Donc, le PMSD, ce n'est pas quelque chose qu'on peut bouger facilement. Donc, ce n'est pas parce que le code de couleur change qu'on va changer des recommandations. Et il y a eu un consensus au niveau de la communauté de pratique qu'on n'ajuste pas les recommandations en fonction des codes de couleur, les niveaux d'alerte ou les différences régionales ou sous-régionales. Donc, les recommandations de PMSD sont toujours appliquées pour l'ensemble des Québec, peu importe le nombre de cas. Evelyne, si tu veux continuer. Bien sûr. Donc, pour expliquer un peu comment les recommandations ont évolué au fil des versions. Donc, effectivement, au tout début, le principe de précaution a été appliqué sur la question des effets du virus sur la femme enceinte et la grossesse, puisque les effets étaient incertains, mais on avait notre drapeau rouge qui était levé là, avec les effets du SRAS, version 1, donc qui remontait à 2002. Au fil du temps, les effets se confirment là, au fil des publications sur la COVID-19. Donc, on note la gravité des infections qui sont plus importantes chez les femmes enceintes que non enceintes du même âge. Donc, augmentation des pneumonies sévères, des admissions aux soins intensifs, des recours à la ventilation assistée. Un risque de décès accru, mais qui demeure somme toute quand même faible, mais donc par rapport aux personnes non enceintes. Des issues défavorables de la grossesse aussi. Donc, on a quand même plusieurs études qui, évidemment, ne sont pas toutes concordantes, mais qui montrent une augmentation du risque de prééclampsie, de travail prématuré, d'accouchement avant terme, du taux de césarienne, de la détresse fœtale, des petits poids de naissance associés à la prématurité et de la morti-naissance. Pour toutes sortes de raisons méthodologiques, c'est toujours complexe d'avoir des données sur les premiers et deuxièmes trimestres de la grossesse, puisqu'il y a toujours de multiples autres causes, par exemple aux avortements spontanés ou ce genre d'effet-là, ça demeure, peu importe le facteur de risque qu'on étudie, c'est quelque chose qui est difficile à étudier. Donc, pour ça, on a toujours peu de données. On est toujours dans une approche de principe, de précaution, mais on pourrait dire que pour les autres effets, c'est plutôt une approche de prudence qui s'applique. On n'est plus vraiment en contexte d'incertitude. On peut passer à la diapo suivante. L'incertitude porte aussi sur l'efficacité des mesures de prévention et de protection. Donc, oui, on doit retenir le facteur de risque dans notre jargon à nous. Ensuite, on doit émettre des recommandations d'affectation pour la travailleuse. Donc, au tout départ, on avait quand même une bonne confiance de la protection qui est conférée par la distance de 2 mètres entre les personnes pour limiter la transmission. Par contre, à plus de 2 mètres, il y a toujours une certaine incertitude, ce qui fait qu'on a quand même appliqué la précaution pour la présence dans la même pièce avec des personnes connues positives ou suspectées. Donc, ça a plus un impact dans les milieux de soins notamment. Puis, une approche de prudence en ce qui concerne les interventions médicales qui génèrent des aérosols. Donc, ça aussi à plus de 2 mètres. Donc, il y a quand même une relative certitude de la dispersion du virus. Donc, ça nous a amené à circonscrire les tâches qui sont
limité là, pour la travailleuse enceinte. Quand même une incertitude sur l'efficacité des barrières physiques. Ça, donc, au sein de notre groupe, vraiment un exercice de délibération pour déterminer est-ce qu'on retient la barrière physique comme une mesure suffisante pour la travailleuse enceinte et il a été conclu que c'était suffisant. Puis, ben, encore une fois, donc on se ramène au tout début, incertitude importante sur l'efficacité du masque médical comme mesure de protection. Donc, on n'a pas considéré que cette mesure-là était suffisante à moins de 2 mètres, donc dans les premières recommandations. Puis, c'est ce qui demeure encore aujourd'hui dans la version la plus récente. Là, les travailleuses doivent être à 2 mètres ou plus en tout temps, indépendamment du fait qu'elles portent ou non un masque. Mais ça a quand même généré une certaine confusion là, lorsque le masque a été recommandé pour tous dans les milieux de travail en tout temps. C'est certain que la grossesse n'est pas une contre-indication à porter un masque médical. Donc, on l'a bien précisé, mais c'est sûr que ça envoyait des fois peut-être des messages un peu contradictoires. Donc, ben là, c'était correct, c'était suffisant d'être à plus de 2 mètres sans masque. Là, on demande un masque à tout le monde. Est-ce que maintenant, c'est devenu dangereux? Est-ce que la situation à laquelle les travailleurs ont été exposés avant était dangereuse pour leur grossesse? Donc, nous, ça nous amène quand même à amener certaines précisions. Puis, c'est sûr que ça soulève des questions autant de la part des travailleuses que des employeurs dans ce contexte-là. Autre point, au PMSD, le N95 est rarement considéré comme une mesure efficace durant la grossesse, peu importe le type de risque, qu'on parle de risque biologique ou chimique, en raison de la nécessité de répéter les essais d'ajustement en cours de grossesse à cause des variations de la morphologie du visage de la travailleuse. Donc, si j'en arrive maintenant aux recommandations elles-mêmes, donc, on a dans la version 3.1 qui a été publiée le 1er juin. Donc, on a bien statué que selon le contexte épidémique et l'évolution des connaissances, les recommandations pourraient changer et le cas échéant seront publiées sur le site de l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, c'est sûr que la travailleuse, quand elle reçoit son certificat, c'est quand même bien important de comprendre que peut-être que les recommandations ne s'appliqueront pas jusqu'à la fin de sa grossesse, même si pour l'instant, ce n'est pas simple, comme l'expliquait Raina, on n'a pas un mécanisme facile pour revenir sur des recommandations qui ont été faites au cours de la même grossesse, puisqu'en principe, par l'application de la loi et avec la CNSST, les recommandations s'appliquent jusqu'à la fin sans qu'on y revienne. Donc, il faut soit rappeler chacune des travailleuses ou trouver un autre mécanisme pour y arriver. Donc, nos recommandations pour l'instant sont sans égard au statut immunitaire de la travailleuse. Je vais y revenir plus tard sur la question de la vaccination, notamment dans nos perspectives d'évolution. Donc, la première recommandation, évidemment, c'est de prévoir les aménagements de poste pour se conformer aux autres recommandations faites pour l'ensemble du milieu de travail, incluant lorsque le masque en tout temps était recommandé pour tous. Donc, ça devait aussi inclure la travailleuse enceinte. Minimiser les contacts, donc peu importe ce qui est recommandé dans l'ensemble des milieux de travail, vraiment de favoriser les mesures qui limitent les contacts. Assurer la distanciation de 2 mètres avec la clientèle et les collègues, et ce, peu importe si le masque est porté. Mettre en place une barrière physique adéquate, donc à défaut du 2 mètres, la barrière physique demeure reconnue comme un moyen de protection suffisant. Des recommandations qui s'adressent peut-être plus aux travailleurs de la santé, mais pas nécessairement qu'aux travailleurs de la santé. Donc, éliminer la présence dans le même local ou le même véhicule qu'un cas confirmé ou suspecté ou une personne sous investigation. Éliminer la gestion des dépouilles qui étaient des cas confirmés ou suspectés ou des personnes sous investigation. Éliminer les contacts, soins, prélèvements, examens médicaux, examens paracliniques et traitements de cas suspects ou confirmés ou de personnes sous investigation. Et donc, pas seulement dans un milieu de soins, mais aussi à domicile ou en milieu d'hébergement. Ensuite, éliminer toutes les tâches dans les secteurs ou les établissements qui sont déclarés en éclosion par les autorités de santé publique, avec évidemment une gestion un peu plus locale là, pour déterminer quels sont ces milieux. Au départ, dans nos premières versions,
on ne tenait pas compte des éclosions dans les milieux où il n'y a pas d'hébergement de personnes malades parce qu'on partait un peu de la prémisse que les personnes donc, malades ne demeurent pas sur place, sont rapidement identifiées et isolées à la maison et donc ne fréquentent plus le milieu de travail. Par contre, différentes situations qui nous ont été rapportées au fil du temps nous ont amené à mettre la précision que peut-être que dans certaines situations d'éclosion, ce serait mieux de retirer temporairement la travailleuse enceinte parce que ça peut être un signe que toutes les mesures ne sont pas respectées. Donc, on s'est mis chaque région, peut-être à géométrie un peu variable, un filet de sécurité là, pour s'assurer d'identifier ces situations. Dans tous les milieux de travail, éliminer le partage d'espaces communs avec des travailleurs qui fréquentent les secteurs en éclosion également. Donc, c'était une précision. Puis finalement, aussi une précision qu'on a ajoutée dans notre dernière version. Donc, les recommandations tiennent pour acquis le respect des mesures par tous les travailleurs. Et donc, si la travailleuse juge que vraiment, là, elle respecte bien les règles, mais dans son milieu, c'est un peu n'importe quoi, ça pourrait justifier de contester son affectation. Donc, si on pense à l'évolution de nos recommandations, donc effectivement, il va bien falloir intégrer la question de la vaccination dans tout ça. Notre question quand même principale à laquelle on n'a pas de réponse très, très claire où les données demeurent très limitées pour l'instant. Donc, est-ce que la vaccination est efficace pour prévenir les issues défavorables de la grossesse? Puisque dans les études, ces issues défavorables-là surviennent aussi lors de maladies non sévères. Donc, sans doute que la travailleuse enceinte est aussi bien protégée que n'importe quelle autre personne immunocompétente par rapport à une maladie sévère, mais par rapport aux issues défavorables de la grossesse, donc les données demeurent plus limitées. D'autant que dans une étude plus récente qui est toujours en prépublication, là, on observait même des issues défavorables de grossesse reliées à une infection qui avait eu lieu peut-être au premier ou au deuxième trimestre de la grossesse, donc des effets à retardement plus tard dans la grossesse. Donc, il y a quand même certains mécanismes qui ne demeurent pas si clairs. Bien sûr que la situation épidémiologique, on vous a dit qu'on ne modulait pas par palier d'alerte en temps réel parce que la structure du programme fait que c'est impossible. Par contre, peut-être que dans une perspective là, plus prospective où on demeure à des paliers d'alerte plus bas, donc il y a lieu de modifier les recommandations. Bien sûr aussi que l'évolution des mesures préventives mises en application par tous est quelque chose dont on doit tenir compte. Donc, qu'est-ce que les collègues de travail de la travailleuse font aussi? Les situations de travail, donc ça, je pense que ça demeure, les contacts avec des cas positifs suspectés ou des personnes sous investigation. Je pense que c'est quelque chose qui doit demeurer une particularité dans nos recommandations. La couverture vaccinale également, autant générale que spécifique. Donc, c'est sûr que les travailleuses qui sont exclusivement avec des groupes d'enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas vaccinés, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on doit les distinguer des autres? Et l'efficacité du masque médical pour le porteur. Donc, dans une situation où plus personne dans le public ne porterait le masque, qu'est-ce que ça changerait qu'on le recommande pour la travailleuse elle-même? Est-ce que ce serait pertinent ou pas? Donc, ça demeure aussi une question. Diapo suivante. Oui, puis effectivement, on doit nous aussi s'assurer, puisqu'on émet des recommandations sur plein d'autres facteurs de risque biologique. Donc, lesquelles sont-elles? Donc, on utilise certaines définitions d'une travailleuse protégée. On identifie des milieux de travail qui sont plus à risque d'acquisition. Parfois, on identifie des tâches spécifiques à éliminer. Puis jusqu'à maintenant, les équipements de protection individuelle sont rarement considérés dans nos recommandations d'affectation hors des milieux où ils seraient recommandés pour l'ensemble des travailleurs. Donc, habituellement, des milieux de soins ou des milieux industriels particuliers, si on pense à d'autres risques aussi. Mais donc, ce n'est pas quelque chose qu'on avait regardé, entre autres, à cause de la difficulté d'application pour la travailleuse, de l'acceptabilité sociale aussi de la mesure. Ça, c'est certainement des choses qui ont changé depuis le début de la pandémie. Donc, est-ce que ce serait acceptable pour une travailleuse de porter certains équipements de protection individuelle dans des milieux où ce n'était pas habituel pour la protéger de certains risques? C'est une question que nous, on doit aussi se poser maintenant pour faire évoluer nos recommandations. Ça ferait le tour de notre présentation sur les travailleuses enceintes. Donc, la période de questions est ouverte.
Voilà. Donc, merci Evelyne, merci Rainer. On est à la période de questions. Je vous invite, comme je disais, à l'écrire dans le chat. On a pour l'instant une question qui demande si le PowerPoint sera partagé. Une question, je vous laisse répondre, vous verrez si c'est Rainer ou Evelyne, là, des spécificités pour les femmes allaitantes, y en a-t-il? Effectivement, on n'a pas mis, donc depuis le tout début, il n'y a vraiment aucune preuve là, que ça pose un risque par rapport à l'allaitement. Donc, le risque COVID-19 n'est pas retenu pour les travailleuses allaitantes. Donc, le risque de transmission est beaucoup plus par le contact et non pas par le lait. Il reste que ça peut être bénéfique aussi que la mère transmette des anticorps dans son lait maternel à son bébé. Donc, pour toutes ces raisons, puis ça, c'est une recommandation qui a très peu évolué. Donc, même au fur et à mesure que les données scientifiques s'accumulent, ça va toujours dans le même sens, là, que ça ne représente pas un risque qui justifie une affectation pour la travailleuse qui a. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était très clair. Ah, j'en ai une ici. Savons-nous si des cas sont survenus chez des travailleuses enceintes au Québec? Si oui, avons-nous des informations sur les conséquences pour la travailleuse ou son bébé à naître? À ma connaissance, on n'avait pas de registre au Québec qui nous permettait de les identifier. Donc, si on avait des cas, ce serait anecdotique. Il n'y en a pas qui nous sont parvenus, mais je ne sais pas si... Il y a un registre canadien qui a été mis sur pied où des gens du Québec participent aussi. Je ne sais pas si ça se fait de façon systématique, mais donc les connaissances sont produites à l'échelle internationale et à l'échelle canadienne. Mais on n'a pas de données spécifiques Non. vraiment précises pour nous, pour le Québec, là, en tout cas, qui nous permettraient de tirer des conclusions. Et si on avait, je veux dire, les études actuellement qui sortent, c'est des milliers de femmes enceintes, des dizaines de milliers. Alors, c'est pour vraiment mesurer le risque d'accouchement prématuré, par exemple, ou d'autres risques pour la grossesse, ça prend évidemment des grands nombres de femmes. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des connaissances scientifiques, ça doit se faire à une échelle assez grande. Les États-Unis, oui, ou sinon internationale. Merci. Les femmes enceintes, enseignantes particulièrement, doivent être retirées du travail en septembre si elles sont vaccinées. C'est une question. Les femmes enceintes devront-elles être retirées en septembre si elles sont vaccinées? Comme je vous l'expliquais, il y a encore un certain nombre de questions sans réponse ou pour lesquelles les réponses sont parcellaires. Donc, on est en train de travailler là-dessus et on devrait arriver à des conclusions quand même avant la rentrée. C'est quand même notre objectif de notre groupe de travail, mais pour l'instant, on ne s'est pas encore positionné. On aimerait savoir aussi s'il y a d'autres juridictions, pays, provinces, États qui ont proposé des recommandations pour les femmes enceintes. Je peux peut-être répondre. Oui, il y a d'autres pays. La grande différence, est-ce que ces pays appliquent le principe de précaution ou pas? Donc, vous avez vu pour le Québec, on a basé l'application du principe de précaution sur l'expérience des petits groupes de femmes enceintes avec le SARS-CoV-1. En Allemagne, le principe de précaution est appliqué sur la base qu'il s'agit d'un agent infectieux de classe 3. Alors, automatiquement, il applique en attente des nouvelles connaissances. En France, Angleterre, Irlande, c'est plutôt à partir de 28 semaines. Et j'ai eu des échanges avec quelqu'un du Royal College of Obstetricians and Gynecologists en Angleterre pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ne tiennent pas compte de l'étude que je vous ai montrée des 12 femmes. Et la réponse a été que ce n'est pas une preuve solide. Alors, je pense les différences, donc dans ces pays-là, France, Angleterre, Irlande, c'est à partir de 28 semaines seulement. Donc, la différence dans les applications, c'est qu'est-ce que oui ou non, on retient le principe de précaution. Et c'est étonnant, mais j'ai trouvé aucune publication actuellement avec une discussion sur l'application du principe de précaution pour la grossesse. Il y a quelque chose à faire pour ça. Oups. D'accord. Une dernière question, parce que le temps file quand même. Pouvez-vous nous expliquer à nouveau les recommandations sur le port du masque chez la femme enceinte à plus et à moins de 2 mètres?
En fait, la recommandation est que la femme enceinte devrait être en tout temps à 2 mètres ou plus de quiconque pour toutes ses tâches, indépendamment qu'elle porte ou non un masque. Et au moment où le masque est recommandé pour l'ensemble des travailleurs, bien, la travailleuse enceinte fait partie de l'ensemble des travailleurs et doit se conformer à cette recommandation-là. Si on essaie d'interpréter par rapport à la situation actuelle, donc le masque n'est plus obligatoire dans toutes les situations de travail s'il y a des à plus de 2 mètres. Donc, la travailleuse doit rester à 2 mètres. Elle ne devrait pas être dans une situation où elle porte son masque à moins de 2 mètres. C'est pas couvert par nos recommandations. Donc, elle pourrait le porter à plus de 2 mètres si ça s'est maintenu dans son milieu de travail, comme elle le faisait au moment où c'était recommandé pour tous en tout temps. Mais donc, c'est juste une protection supplémentaire pour l'ensemble des travailleurs. Mais pour nous, donc, la question n'est pas de dire que le masque protège moins bien la travailleuse enceinte que la travailleuse pas enceinte, mais plus de dire si, puisque cette protection-là n'est pas totale, si la travailleuse enceinte, elle, contracte la maladie, les conséquences sont plus importantes que pour un autre travailleur. Et on ne tient pas compte du temps de 15 minutes. Donc, cette différence, contact étroit, faible risque, on ne tient pas compte. Donc, c'est en tout temps plus que 2 mètres, sauf lorsqu'on croise quelqu'un dans un couloir. Merci, Rainer. Merci, Evelyne. Ça met fin à la première période de questions. Je vais maintenant vous présenter le prochain conférencier, M. Marc Simard. Il est conseiller scientifique et biostatisticien à l'Institut national de santé publique du Québec. Il est détenteur d'un baccalauréat en statistique et d'une maîtrise en santé publique et est présentement étudiant au doctorat en épidémiologie à l'Université Laval. Il est également responsable de la surveillance populationnelle de la multimorbidité dans l'équipe de surveillance des maladies chroniques. Il collabore avec plusieurs chercheurs universitaires en surveillance de la polypharmacie, du diabète et des maladies infectieuses. Ses projets de recherche actuels portent sur la modélisation d'indicateurs de trajectoire de multimorbidité et l'utilisation de l'intelligence artificielle en surveillance de la polypharmacie. M. Simard nous entretiendra sur l'impact des maladies chroniques sur le risque de décès et d'hospitalisation liés à la COVID-19. Les questions à l'intention de M. Simard seront répondues dans la deuxième période de questions en fin de programme. Le chat est toujours ouvert toutefois. Marc? Merci pour l'introduction. Donc, je vais vous partager ma présentation à l'instant. Est-ce que vous la voyez? Oui. Super. Donc, moi, pour cette présentation-ci, c'est en lien avec un rapport qu'on a publié l'automne dernier sur l'impact des comorbidités sur le risque de décès et d'hospitalisation chez l'ensemble des cas confirmés de la COVID-19 durant les premiers mois de la pandémie au Québec. Plus particulièrement, je vais faire un focus sur les résultats parmi l'ensemble de la population vivant à domicile. Donc, les résultats ne portent pas spécifiquement sur les travailleurs, mais bien sur les gens vivant à domicile. Et il va de soi que dans la population adulte là, de 18 à 65 ans, bien, la majorité des gens vivant à domicile sont des travailleurs, mais je ne fais pas la distinction entre est-ce qu'ils travaillent ou non. J'inclus l'ensemble des gens vivant à domicile. Donc, dans les premières semaines de la pandémie, il y a plusieurs maladies chroniques qui ont été rapidement associées à une augmentation du risque de décès ou d'hospitalisation dans la littérature. Dès les premières semaines de la pandémie, les maladies chroniques là, ont vraiment ressurgi comme un facteur de risque important. Et afin là, de compléter toutes les données qui étaient recueillies au Québec chez l'ensemble des cas confirmés de la COVID, on a utilisé des banques de données administratives là, pour documenter l'ensemble des maladies chroniques là, de tous les cas confirmés au Québec. On a présenté les résultats de la première vague là, à différents groupes de travail de l'INSPQ ainsi qu'au ministère à l'été 2020. Et on a publié un rapport, là, qu'on voit la page couverture à l'écran à l'automne dernier. En février de cette année, on a mis à jour les résultats de ce rapport-là en incluant une bonne partie de la deuxième vague, là, des cas confirmés durant la deuxième vague, afin que ça puisse être... puis à ce moment-là, on a constaté que les résultats qu'on avait
observés durant la première vague, bien, étaient quand même sensiblement les mêmes là, pour la deuxième. Donc, à ce stade-ci, on n'a pas encore publié de rapport là, pour la deuxième ou même la troisième vague. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, ça va être pour les cas confirmés de la COVID-19 vivant à domicile. Donc, je vais comparer, puisque dans le rapport, on avait seulement les résultats de la première vague. Donc, ici, je vais vous présenter les résultats pour la deuxième et la troisième vague pour ce qui est du risque de décès et d'hospitalisation selon le nombre de maladies chroniques que les individus ont. Et je vais à la fin là, résumer les principaux constats qu'on peut y faire. Donc, un petit peu de méthodologie. Donc, premièrement, comme je le disais tantôt, on a, pour l'ensemble des cas confirmés de la COVID-19 là, recensés au Québec depuis le 23 février 2020, on a extrait, on a jumelé l'information de ces cas-là avec, pardon, excusez, j'ai un petit problème. Il y a un élément de la présentation qui ne semble pas s'afficher. J'ai un tableau qui ne s'affiche pas. En tout cas, je vais le dire en chiffres. Là. Donc jusqu'à présent, on a en date du 14 juin 2021, donc on extrait les données là, dans la dernière semaine. Donc, il y avait 373 148 cas confirmés de la COVID là, qui ont été soit confirmés avec un laboratoire ou par lien épidémiologique au Québec. Et on a, comme je le disais tantôt, là, on a jumelé l'information à partir des données administratives pour identifier les maladies chroniques, donc à partir du système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec qu'on appelle le SISMAC. Donc, parmi les 373 000 individus, les cas confirmés, on a réussi à avoir de l'information pour 242 000 d'entre eux, donc on a de l'information sur les maladies chroniques. Et la population à l'étude que je vous présente aujourd'hui, ce sont l'ensemble des cas diagnostiqués, confirmés pendant la vague 1, qui est définie comme étant tous les cas entre le 23 février 2020 au 11 juillet 2020, ainsi que les cas confirmés pour la vague 2 du 23 août 2020 au 20 mars 2021 et pour la vague 3 début 21 mars. Et comme je le disais, on a les données jusqu'au 14 juin 2021. Donc, on voit que pour les cas dans l'été 2020, donc les cas du 12 juillet au 22 août ne sont pas considérés dans les analyses que je vous présente aujourd'hui. Donc, ici, on voit l'ensemble des maladies chroniques qu'on a considérées. Donc, c'est la colonne de droite, donc les 21 groupes de comorbidités qu'on a considérés, soit l'hypertension, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, troubles neurologiques, maladies rénales, hépatiques, problèmes du système immunitaire, l'obésité et d'autres maladies qu'on voit dans la liste ici. Donc, ces maladies-là sont identifiées soit à l'aide des cas diagnostiques recensés lors des hospitalisations des patients dans les 10 années précédant leur diagnostic de la COVID ou lorsqu'ils visitaient leur médecin de famille. Donc, dès qu'il y avait un code qui apparaissait soit à l'hôpital ou 2 codes chez un médecin de famille, on attribuait, là, on considérait que la personne avait la maladie à ce moment-là. Donc, ici, on a le portrait là, parmi les gens vivant à domicile pour les 3 vagues. Donc, on voit que pour la vague 1, on voit que d'une vague à l'autre, la moyenne d'âge diminue légèrement parmi les gens vivant à domicile qui sont des cas confirmés. Donc, parmi les 37 000 cas confirmés vivant à domicile à la vague 1, il y en a 1,7 qui sont décédés, 8 qui ont été hospitalisés. Et ces pourcentages-là diminuent à la deuxième vague. Dans la deuxième vague, il y a 0,7 des gens, des cas confirmés vivant à domicile qui sont décédés. Et la proportion de gens hospitalisés a baissé à 4 alors que pour la vague 3, la proportion de décès, les résultats sont assez similaires là, par rapport à la vague 2. Donc, ici, on a, ça fait quand même assez dense là, comme figure, mais on a pour chacune des vagues, on a, et pour les groupes d'âge, qu'on peut voir l'axe des X complètement en bas de l'écran. Donc, pour tous les individus de 40 à 95 ans, on a le risque de décès stratifié. Là, pour chacune des courbes représente le nombre de maladies chroniques des individus. Donc, la courbe en bleu que l'on voit en bas complètement, ici, elle est superposée avec la courbe d'une autre couleur, mais
Cette courbe bleue-là représente la proportion de décès parmi les gens qui n'ont aucune maladie chronique. Donc, on voit que pour les individus de 70 ans, on regarde ça en bas large, à partir de 70 ans et moins, donc les gens qui ont soit aucune ou une maladie chronique ont une proportion un risque de décès qui est quand même assez similaire. Et ce risque de décès-là augmente lorsque les personnes ont 2 maladies chroniques ou plus. Donc, pour les gens qui ont 2 ou 3 maladies chroniques, ça correspond aux courbes en vert et en brun ici dans l'image. Donc, on voit qu'eux, ils ont des risques de décès qui sont plus élevés que ceux qui ont 1 ou 0 maladie. Et vraiment, le groupe qui se démarque, ce sont les personnes qui ont 4 maladies chroniques ou plus, qui ont vraiment un risque de décès très accru par rapport aux autres. Donc, pour les autres vagues, l'augmentation du risque est observée avec l'augmentation du nombre de maladies est également observée, mais globalement, la proportion de personnes qui décèdent y est moindre. Donc, si on prend un zoom sur la vague 2, où là, on avait le plus grand nombre de personnes et où la capacité de dépistage au Québec était optimale. Donc, on peut observer ici qu'effectivement, les gens qui ont 4 maladies chroniques ou plus ont une proportion de décès qui est beaucoup plus importante que les autres. Donc, ici, c'est ce graphique-ci. J'ai repris les graphiques de la première vague, mais les résultats sont très similaires pour la deuxième vague. Donc, ça représente le risque relatif. Donc, l'augmentation relative du risque de décès selon l'âge. Donc, on a les différents groupes d'âge en bas et on a l'augmentation selon le nombre de comorbidités. Donc, par exemple, les gens qui ont de moins de 60 ans, qui ont une maladie chronique, donc qui ont une probabilité de décès qui est 5 fois plus élevée que ceux qui n'ont pas de maladie chronique. Et ceux qui ont un plus grand de 4 maladies chroniques, on voit qu'ils ont un risque qui est vraiment très, très, très accru pour ce qui est du risque de décès. Et cet impact des maladies, du cumul de maladies chroniques sur le décès, on voit que de façon générale, semble diminuer avec l'avancée en âge des personnes vivant à domicile. Ici, on a les résultats pour ce qui est du risque d'hospitalisation. Donc, on voit que c'est assez semblable à ce qu'on avait pour le risque d'essai. Donc, on voit que l'impact des maladies chroniques, ici, je vais zoomer pour la deuxième vague. Donc, l'impact des maladies chroniques est toujours le même, va toujours dans le même sens. Et cette fois-ci, encore, les gens qui ont 4 maladies chroniques ou plus se distinguent vraiment des autres. Ici, on a sensiblement les mêmes résultats encore quand on parle des risques relatifs selon les groupes d'âge pour ce qui est de l'impact du cumul des maladies. Donc, on voit que plus le nombre de maladies augmente, mais plus le risque de décès augmente également. Donc, cette étude-là, une de nos grandes forces, c'est qu'on incluait la majorité des cas du Québec. Il y avait certaines limites. Donc, comme je disais, on incluait presque tous les cas, mais certains n'étaient pas exclus. C'était surtout des gens, des nouveaux arrivants qu'on malheureusement n'a pas été en mesure de jumeler parce qu'on n'avait pas encore leur numéro d'assurance maladie. Il y a certaines comorbidités qu'on n'a pas incluses, comme par exemple, tantôt on parlait de grossesse, donc on n'était pas en mesure d'identifier les personnes qui étaient des femmes enceintes durant la pandémie. Et également, on n'est pas en mesure d'identifier le surplus de risque pour certaines maladies très précises, comme par exemple, parmi toutes les maladies rénales, est-ce que les gens qui ont eu des greffes de reins, est-ce qu'ils sont beaucoup plus à risque que les autres? Donc, on n'est pas en mesure, avec ces résultats-là, de répondre à ces questions-là. Donc, pour conclure, presque tous les groupes de conditions chroniques sont associés à une augmentation du risque de décès ou d'hospitalisation. Le cumul des conditions chroniques est associé à une augmentation du risque de décès. Et pour les individus ayant 2 ou 3 conditions chroniques, le risque de décès correspond à celui d'un individu sans condition âgé de 5 ans de plus. Alors que pour les individus ayant 4 conditions ou plus, leur probabilité de décès équivaut à celle d'un individu qui est âgé de 10 à 15 ans de plus. Donc, voilà, ça met fin à ma présentation. Merci. Merci. J'essaie de remettre cette fois la caméra. D'accord. Alors, passons maintenant à l'évolution des recommandations pour les travailleurs immunosupprimés et ceux avec maladie chronique
qui vous sera présentée par Dr. Émilie Mantorp et Dr. Stéphane Caron. Émilie Mantorp est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Elle pratique à la direction de santé publique de l'Outaouais depuis 2020, où elle agit comme chef de service médical en santé au travail. Elle est membre du groupe de travail SAT-COVID-19 sous la coordination de l'INSPQ et est l'une des auteurs des avis scientifiques concernant la protection des travailleurs immunosupprimés ou avec maladies chroniques. Stéphane Caron est médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, depuis 2018 à l'Unité scientifique de santé au travail et au groupe scientifique Maternité et Travail, le GSMT. Il pratique en santé au travail depuis 1992, à temps plein depuis 2002. Dr. Caron est membre du groupe de travail SAT-COVID-19. Émilie? Oui, bonjour. Merci pour l'introduction et de nous avoir invités à présenter. Je vais commencer la présentation sur les travailleurs immunosupprimés avec maladies chroniques, puis ensuite, Émilie va faire le cœur de la présentation. Puis je vais vous retrouver à la fin pour les enjeux. Donc, l'origine de la demande, vous vous rappellerez qu'au début, printemps dernier, lors du lockdown, une des raisons, des mesures qui étaient mises en place, c'était de protéger les personnes vulnérables. On parlait beaucoup des personnes de 70 ans et plus. Il y avait des mesures spécifiques là, qui avaient été émises pour ces personnes-là. Par contre, qu'est-ce qu'il y en était des autres travailleurs ou des autres personnes avec un état de vulnérabilité comme les femmes enceintes, les personnes immunosupprimées ou avec maladies chroniques? Il n'y avait pas, à part pour les femmes enceintes qu'on a vu tantôt avec le programme PMSD, il n'y avait pas de mesures particulières qui étaient dictées là, pour les autres catégories de personnes vulnérables. Donc, par contre, on a reçu de nombreuses questions et demandes qui venaient des milieux de travail. Qu'est-ce que je fais avec mes travailleurs qui ont des maladies chroniques, qui sont immunosupprimés? Il y a eu plusieurs discussions au niveau du groupe de travail SAT-COVID, à l'interne de l'INSPQ aussi, dans les différentes cellules, aussi au niveau de la DGSP, de la Direction générale de santé publique. Il y avait des médecins traitants aussi qui nous questionnaient à savoir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des mesures particulières à prendre? Et puis, à ce moment-là, on s'est dit, bon, pour les personnes qui sont vulnérables, on était au moment du lockdown, on se rappellera, qui avaient des états de vulnérabilité, elles pouvaient se mettre en place les mêmes recommandations qui étaient faites pour les 70 ans et plus, c'est-à-dire de s'isoler et puis d'éviter les contacts, etc. Par contre, pour les gens qui travaillaient, les personnes avec ces états de vulnérabilité-là qui travaillaient encore, il y avait un problème parce que là, à ce moment-là, on ne pouvait pas mettre en application les recommandations d'isolement. Donc, il y a un mandat là, qui a été fait au GT7 COVID là, de faire des avis concernant là, ces travailleurs-là qui présentaient des états de vulnérabilité. Donc, le contexte, on se rappellera au début de la pandémie, comme je viens de vous dire, on était en lockdown. Ensuite, on a eu l'alternance de déconfinement, reconfinement avec les paliers qui sont apparus. Puis, plus récemment, la vaccination là, qui est plus étendue et qui sont tous des facteurs qui ont influencé les recommandations. Puis, Émilie va vous présenter ça là, bientôt. Aussi, comme on l'a déjà mentionné, comme d'autres présentateurs l'ont déjà mentionné, au début, il y avait des connaissances qui étaient relativement limitées. On avait peu de données, on se basait sur des connaissances sur d'autres virus respiratoires. Puis, par contre, ces connaissances-là se sont développées au fil du temps puis ont permis là, de venir confirmer là, les doutes qu'on avait au départ. Une différence aussi avec le PMSD qui vous a été présenté plus tôt par Rainer, c'est qu'il n'y avait pas de programme bien organisé
bien structuré, avec un remplacement de revenus, tout ça pour les travailleurs immunosupprimés et avec maladies chroniques. Il y avait quelques éléments de la loi de santé publique, pas de la loi de santé publique, mais la LSST, la loi santé et sécurité du travail, mais on va y revenir tantôt là, en fin de présentation. Il y a l'INES aussi qui avait reçu un mandat de faire une liste des états d'immunosuppression qui pouvaient causer des problèmes avec la COVID. Fait que vous avez le lien puis la page titre du document. Et ils ont fait aussi des travaux sur les maladies chroniques, mais qui ont été non publiés. Les 2 livrables que le groupe de travail qui était chapeauté par Émilie ont eu à produire, bien, il y en avait un pour les travailleurs immunosupprimés et un autre pour les travailleurs avec maladies chroniques. On s'est fait déjà poser la question, là, immunosupprimés, immunodéprimés. Au départ, on avait été avec immunosupprimés. Quand l'INES a publié son premier document, ils ont utilisé immunodéprimés, fait qu'on a changé. Puis à leur deuxième version, ils sont revenus à immunosupprimés, donc on a changé nous autres aussi. Mais dans le grand dictionnaire terminologique, on ne fait pas de distinction entre les 2 termes. Fait que c'est des situations là, de déficit immunitaire total ou partiel qui peuvent être causées soit par un état congénital, une maladie acquise ou bien la prise de médicaments. Fait que maintenant, je vais céder la parole à Émilie qui va vous présenter là, le cœur du sujet. Merci. Donc, pour répondre aux besoins et à notre mandat, on a essentiellement identifié 2 questions clés à répondre. Donc, dans un premier temps, qui sont les personnes vulnérables? Et ensuite, quelles mesures additionnelles mettre en place pour eux au travail? Suivante. Suivante, oui, parfait. Alors, lorsqu'on se penchait sur cette première question au début de la pandémie, les études étaient peu abondantes et celles qu'on pouvait retrouver avaient des limites méthodologiques plus importantes. Mais on pouvait quand même identifier certains facteurs de risque possibles pour les complications de la COVID-19, notamment l'âge, plusieurs maladies chroniques courantes, l'obésité et les conditions d'immunosuppression. L'une des questions qu'on avait à ce moment-là était dans quelle mesure le risque observé était attribuable à l'effet de l'âge par rapport à celui des maladies chroniques qui deviennent bien sûr plus prévalentes avec l'âge. Suivante. Donc, c'était notamment le cas de l'hypertension pour lequel une association était observée avec les complications de la COVID-19. Mais comme les études n'avaient pas contrôlé pour des facteurs de confusion potentiels, il n'était pas encore clair si l'augmentation du risque pouvait être due à l'âge, qui était étroitement associé à l'hypertension. Cependant, des hypothèses quand même assez plausibles au niveau biologique avaient été avancées pour expliquer ce lien potentiel, ce qui nous a finalement amené à considérer l'hypertension comme un facteur de risque potentiel par mesure de précaution. Suivante. L'autre défi qu'on avait concernait la grande diversité et la prévalence dans la population générale de maladies chroniques identifiées comme facteurs de risque potentiel. Malgré le peu de données et toutes les incertitudes, on devait tout de même arriver à circonscrire davantage les groupes vulnérables pour les fins de la vie. Suivante. Et comme la littérature était à ce moment-là insuffisante, on a donc tenu compte des facteurs de risque quand même bien documentés pour d'autres infections respiratoires, donc en particulier l'influenza et le pneumocoque. Suivante. Dans la première version de l'avis publiée en avril 2020, au tout début de la pandémie, les personnes considérées vulnérables et visées par des mesures de prévention additionnelles au travail étaient celles ayant une maladie chronique dont l'état était jugé plus fragile. Les critères de fragilité suggérés à ce moment-là étaient l'existence de complications de la maladie sous-jacente,
ou encore le fait d'avoir une maladie non contrôlée sur le plan médical. Les autres personnes considérées vulnérables étaient celles avec une obésité morbide, celles avec une condition causant des difficultés de gérer les sécrétions respiratoires et les personnes fortement immunosupprimées selon l'INES. Suivante. Pour ce dernier groupe, les grandes catégories incluaient les personnes sous chimio ou radiothérapie active pour un cancer, les personnes greffées ou prenant un traitement fortement immunosuppresseur, les personnes avec une immunodéficience primaire et finalement certaines personnes avec le VIH. Suivant, merci. Alors, cette première version de l'avis avait suscité quand même beaucoup de questionnements de la part des cliniciens et des bureaux de santé qui avaient de la difficulté à l'appliquer puisque la définition à ce moment-là des personnes vulnérables manquait quand même de spécificité. On a donc procédé à une mise à jour de l'avis au cours de l'été de l'automne 2020. Et notre objectif était de mieux préciser les facteurs de risque avec une revue de littérature plus approfondie et aussi en ajoutant une démarche de consultation d'experts. Suivante. Alors, pour la revue de littérature, on a recensé les articles pertinents publiés entre mars et octobre 2020. Notre stratégie de recherche visait à repérer les articles examinant les facteurs de risque liés à l'état de santé prémorbide, c'est-à-dire sur les conditions préexistantes. Les issues d'intérêt incluaient les hospitalisations, les formes graves de l'infection selon des critères cliniques et les décès. Suivant le tri de plusieurs centaines d'articles repérés à ce moment-là, on a retenu au final à peu près 110 articles et les résultats ont été synthétisés sous la forme d'une revue narrative. On n'a toutefois pas à ce moment-là effectué une revue critique de la qualité de chacun des articles. Alors, de façon générale, l'état des connaissances à l'automne 2020 était à l'effet que la majorité des maladies chroniques augmentent les risques de complications, indépendamment des facteurs de confusion, dont l'âge notamment. Pour certaines maladies, les données indiquaient que plus la maladie était sévère, plus le risque était élevé. Et cette dose-réponse était mise en évidence surtout pour les maladies rénales chroniques, le diabète et pour l'obésité. Il y avait aussi une dose-réponse assez évidente entre le nombre de comorbidités et la sévérité de l'infection au SRAS-CoV-2. Pour deux maladies, l'hypertension et l'asthme, le degré de l'association, même lorsque ajusté, était mixte et suggérait soit une faible augmentation du risque ou même une absence du risque. Suivante. Maintenant, pour la consultation, les objectifs étaient premièrement de valider les maladies chroniques identifiées comme facteurs de risque dans la revue de littérature. Ensuite, d'identifier les critères de sévérité pour ces maladies chroniques. Et finalement, de déterminer des groupes de personnes à risque élevés basés sur un ensemble de facteurs de risque et de critères. En termes de la méthode, on a employé une démarche de type Delphi. Alors, on a d'abord recruté un groupe d'experts incluant un cardiologue, un pneumologue, un hématologue et un médecin de famille. Ensuite, on a recueilli leur avis sur une série de questions en fonction de nos objectifs de façon individuelle dans un premier temps. Suivant l'analyse et la synthèse des réponses, on a mené une consultation en groupe pour partager les résultats et aussi continuer les échanges en groupe. Au terme de cette rencontre, on avait réussi à établir un consensus sur nos principales questions. Et nous avons donc finalisé la démarche avec une étape de validation finale et une relecture de l'avis scientifique. Suivante. Alors, en combinant les connaissances de la littérature et les avis d'experts consultés,
On a donc pu établir certains groupes considérés à risque élevé de complications et aussi à établir une série de critères de sévérité pour les maladies chroniques. Alors, les travailleurs visés par les recommandations sont ceux qui soit ont une maladie chronique sévère basée sur les critères énumérés dans la quadrille que vous voyez à la droite, les personnes avec 3 maladies chroniques ou plus, peu importe l'âge, les personnes de 60 à 69 ans avec 2 maladies chroniques ou plus, les personnes de 70 ans et plus avec ou sans maladie chronique, et finalement les personnes avec une maladie falciforme. Cette dernière catégorie était un facteur de risque identifié en fait lors du processus de consultation, étant donné que notre revue de littérature s'est concentrée sur des maladies chroniques plus prévalentes. Alors, à titre d'exemple, un individu de 65 ans avec un IMC de 35 et un diabète pourrait être considéré à risque élevé. Suivante. Donc, récemment, le CDC ainsi que le Norwegian Institute of Public Health ont mis à jour leur revue de littérature sur les facteurs de risque pour les complications de la COVID-19. Essentiellement, les données actuelles sont cohérentes et continuent d'aller dans le même sens de ce qu'on avait déterminé à l'automne 2020. Donc, soit que la plupart des maladies chroniques ainsi que l'immunosuppression augmentent le risque de complications de l'infection au SARS-CoV-2. Aussi, le fait d'avoir plusieurs maladies chroniques ou encore une forme sévère de maladie sont des facteurs de risque importants. Et bien sûr, l'âge est le principal prédicteur de morbidité et mortalité. Finalement, il y a toujours un peu d'incertitude, je dirais, autour de l'hypertension et de l'asthme, comme les données scientifiques demeurent plus mitigées. Suivante. Donc, le risque pour un travailleur, bien sûr, est influencé par la probabilité de faire une maladie grave en raison de l'âge ou de conditions préexistantes, mais aussi par la probabilité d'être exposé au virus au travail, qui dépend d'une part du taux d'incidence dans la communauté et aussi du type de travail et de la nature des contacts au travail. Alors, pour nous, ces éléments devaient aussi être considérés dans la gestion du risque. Suivant. Lors de la rédaction de l'avis, on a naturellement regardé ce qui était recommandé ailleurs. Mais dans le cadre spécifique du travail, excepté la France, on n'a pas identifié des recommandations très exhaustives. Toutefois, plusieurs organisations sanitaires recommandaient d'éviter des tâches à risque élevé comme des contacts avec des cas et aussi de favoriser le télétravail et les mesures de distanciation. Concernant le port du masque médical pour des travailleurs en dehors d'un contexte de soins, c'était mentionné seulement par les autorités en France. Finalement, quelques pays proposaient des mesures plus ou moins sévères selon l'épidémiologie, de sorte qu'en transmission communautaire plus active, ils conseillent aux personnes vulnérables de se confiner. Et en plus faible transmission, ils peuvent avoir plus de contacts et agir un peu comme les autres. En fait, depuis le printemps 2021, le Royaume-Uni a mis fin aux mesures spéciales de confinement qu'ils appellent le shielding pour les personnes extrêmement vulnérables. Suivante. Pour nos recommandations sur les mesures additionnelles à respecter dans le cadre du travail pour les personnes vulnérables, on s'est bien sûr appuyé sur la hiérarchie des mesures de contrôle. Alors, nous recommandons premièrement d'éliminer tous les contacts avec des cas confirmés, suspects et même des cas sous investigation ou ayant des symptômes compatibles avec la COVID-19. Et cette mesure est applicable dans tous les paliers d'alerte. Ensuite, le télétravail est la première mesure à mettre en place lorsque possible. Pour le travail en présentiel, en palier rouge et orange, le travailleur doit être en mesure d'occuper un poste où il est distancié en tout temps des autres, à au moins 2 mètres, ou encore séparé par une barrière physique de qualité. En palier jaune et vert, on recommande d'abord de respecter cette même séquence.
Toutefois, des contacts à moins de 2 mètres avec des EPI de qualité sont autorisés, mais encore une fois, il demeure préférable de limiter ces contacts. Suivante. Alors, depuis la mise à jour des recommandations à la fin de l'année 2020, la campagne de vaccination a été lancée et est maintenant bien avancée. Alors, évidemment, le fait d'être vacciné, surtout avec 2 doses, diminue considérablement le risque de décéder ou de faire une maladie grave. Depuis, on reconnaît que le fait d'avoir fait une infection antérieure confère aussi une très bonne protection immunitaire. Donc, le statut vaccinal et les antécédents d'infection doivent être considérés désormais pour la gestion du risque. Suivant. Cependant, comme les personnes immunosupprimées sont présentement considérées non protégées suivant la vaccination ou après avoir fait une infection, on recommande présentement de maintenir les mesures que le travailleur soit vacciné ou non et qu'il ait eu l'infection ou non. Suivante. Cependant, la réalité est tout autre pour les personnes avec maladies chroniques. Alors, les recommandations sont présentement en cours de mise à jour et devraient être publiées prochainement. Stéphane. Merci, Émilie. Je vais terminer la présentation en vous parlant de quelques enjeux et impacts des recommandations qui ont été rencontrées là, au cours des derniers mois. Pour cette section-là, il n'y a pas eu de revue de littérature qui a été faite, il n'y a pas eu de retour non plus formel auprès des médecins ou employeurs ou travailleurs qui ont eu à utiliser là, ces recommandations-là, mais c'est basé sur plusieurs questions qu'on a reçues dans les différentes boîtes qui originent de plusieurs milieux, aussi des commentaires qui ont été reçus au sein de nos différents groupes de travail, du ministère aussi de la Santé et des services sociaux et certaines choses qu'on a vues dans les médias. Donc, ici, on a 2 manchettes du Journal de Montréal, une de décembre 2020 et une du mois de février dernier, où on voit qu'il y a des emplois qui ont été refusés là, pour des raisons, dans ces 2 cas-là, c'est des raisons de surpoids. Donc, le premier enjeu dont je vais vous parler, c'est l'utilisation du guide. Donc, il y a l'interprétation que les employeurs en ont fait. Donc, on s'est rendu compte que dans certains milieux, les employeurs utilisaient le guide pour dire « Ah ben, tel travailleur, je sais qu'il est immunosupprimé ou qu'il a tel problème de santé, donc il les envoyait chez eux, il leur refusait l'accès au niveau au milieu de travail. » On a vu aussi que ça a pu amener certains enjeux au niveau de l'embauche pour certaines travailleuses de la santé. Et tout ça vis-à-vis les intentions des auteurs. Donc, au départ, ces avis-là, ces guides-là se voulaient destinés aux médecins traitants pour aider les médecins traitants à mieux évaluer la situation de leurs patients, de leurs clients et de les aider à prendre une décision là, pour l'évaluation, à savoir si des mesures additionnelles de prévention devaient être mises en place ou non. Ça n'a jamais été une obligation ou quelque chose qui devait être absolument mis en application. Ça restait à la discrétion du travailleur qui pouvait demander là, ces mesures-là additionnelles. Donc, au départ, c'était ce qui était visé, comme Émilie vous l'a expliqué, c'était une assignation avec respect de la distanciation ou les barrières physiques. Puis, le travailleur aussi pouvait rester à son travail normal s'il avait reçu un consentement éclairé, qui était bien conscient là, du risque plus élevé et évidemment qui portait là, qui avait les mesures de protection de base adéquates là, comme celles pour tous les autres travailleurs. Et ce qu'il fallait distinguer un petit peu, c'est l'aptitude au travail versus une condition personnelle de vulnérabilité. Donc, comme par exemple les 2 travailleuses
qu'on a vu tantôt, ce n'est pas qu'ils étaient inaptes au travail pour des conditions de santé ou quoi que ce soit. C'était des personnes qui étaient tout à fait aptes à travailler, mais par contre, qui présentaient des conditions personnelles qui les rendaient plus vulnérables. Ensuite, le deuxième enjeu ou difficulté, ça a été la rémunération. Donc, ce n'était pas évident là, pour les travailleurs non syndiqués ou qui n'avaient pas là, des mesures des employeurs qui pouvaient là, leur garantir leur salaire, là, de se prévaloir de des mesures additionnelles qui étaient prévues dans nos avis. Il y a eu la prestation canadienne de maladie là, pour la relance économique qui a été mise sur pied, qui pouvait être utilisée par des travailleurs qui faisaient moins de 50 de leur temps par semaine ou qui étaient isolés à cause de la COVID ou qui présentaient des conditions de santé personnelle qui les rendaient plus vulnérables à la COVID. Par contre, c'était des prestations un peu comme la PCU au départ, là, qui se limitaient à 4 semaines là, à 500 $ par semaine. Et il y avait aussi l'assurance emploi pour les absences plus longues, mais avec toutes les limites aussi qu'on connaît à l'assurance emploi. Au niveau de la loi de santé et sécurité du travail, il y avait le droit de refus qui était à l'article 12 de la LSST et aussi le retrait préventif du travailleur qui est à l'article 32. C'est différent du retrait préventif de la travailleuse enceinte. C'est une personne qui a eu égard au fait que sa santé présente des signes d'altération, si on pourrait penser à une maladie chronique, une hypertension ou d'autres choses, peut demander d'être affecté à des tâches ne comportant pas une telle exposition et qu'il est raisonnablement en mesure d'accomplir jusqu'à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions antérieures ou que les conditions de son travail soient conformes aux normes établies. L'application de cet article-là du droit au retrait préventif des travailleurs était prévue dans la loi, dans la LSST, d'être encadrée par des règlements. Mais, on les attend encore depuis une quarantaine d'années. Donc, l'application de ce droit-là est plus ou moins claire. Donc, la CNESST a, dans ses questions-réponses, a répondu à la question: est-ce que la loi sur la santé et la sécurité du travail offre une protection à un travailleur dans une condition, lorsqu'il y a une condition personnelle à risque de complications de la COVID? Que dans cette question-réponse-là, ils abordent le droit de refus qui peut être utilisé là, par le travailleur dans le contexte. On sait qu'il y a eu des droits de refus qui ont été demandés. On sait qu'il y en a eu d'acceptés aussi. On n'a pas d'idée du nombre total et de la proportion des acceptés versus les refusés. Il y a on propose aussi d'autres accommodements dans ce question-réponse-là, comme par exemple le télétravail, les congés sans traitement, les congés différés. Et il n'y a aucune mention du retrait préventif. On sait par contre qu'il y a certains médecins qui ont fait des demandes de retrait préventif pour certains de leurs clients. Ce qu'on a su jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y aurait pas eu de cas d'accepter, mais par contre, il y aurait là, quelques travailleurs là, qui amèneraient ça jusqu'au tribunal administratif du travail. D'autres enjeux qui nous ont souvent été soulevés par plusieurs employeurs, mais principalement dans le domaine de la santé, c'est les problèmes de disponibilité de la main-d'œuvre qui entraînaient là, soit une précarité du maintien des activités, puis dans certains secteurs essentiels où les activités même pouvaient être critiques, et la surcharge là, sur les travailleurs restants. Et pour terminer, il y avait différents autres enjeux là, rencontrés en lien avec l'organisation du travail. Par exemple, les travailleurs qui ne se sont pas prévalus des mesures additionnelles par crainte de représailles ou par crainte de ne pas être payés
puis des fois pas juste par crainte, parce qu'il n'y aurait pas eu aucun moyen là, d'être rémunéré à long terme pour toute la période. Là. Ça fait plus d'1 an là, maintenant là, qu'on est dans cette situation-là. On a vu des situations de discrimination tantôt à l'embauche, l'ostracisme aussi. Puis, ça a mis en évidence la capacité de certains milieux à s'ajuster, mais aussi les limites que plusieurs milieux de travail ont eu à s'ajuster. Au niveau des assignations, bien, souvent, il n'y en avait pas de disponibles ou c'était très limité, ou le temps que les milieux de travail s'organisent pour être capables de faire de l'assignation, du télétravail, ça a pris un certain temps. L'adaptation des méthodes de travail, on a parlé de télétravail, mais aussi la façon de travailler pour permettre une distanciation, un certain isolement, les horaires de travail, la répartition de la main-d'œuvre au sein de l'entreprise. L'aménagement des milieux de travail, on s'est rendu compte que plusieurs de nos milieux ne permettaient pas nécessairement la distanciation, soit au niveau des chaînes de travail ou même au niveau des locaux de prise de pause ou de repas. Donc, c'est parmi les différents enjeux qu'on a rencontrés, il y en a sûrement eu d'autres, mais c'est ceux qu'on a vus le plus souvent. Et une des pistes de solution qui nous est apparue, c'est la planification. C'est d'avoir un plan de pandémie, de prévoir certaines situations. C'est sûr qu'on ne peut pas toutes les prévoir, mais d'en prévoir certaines, puis d'avoir déjà un plan pour réorganiser, ajuster le travail et permettre là, d'accommoder des gens qui ont des vulnérabilités particulières, que ce soit des travailleuses enceintes ou des travailleurs immunosupprimés ou avec des maladies chroniques. Donc, cet avis-là, comme on disait, j'ai dit plus tôt, je disais comme clientèle, les médecins traitants étaient à leur usage pour les aider à mieux évaluer et mieux prendre en charge leurs clients. Et aussi, ça visait, là, dans la mesure du possible, à protéger là, les populations plus vulnérables. Merci pour votre attention. Alors, on va passer à la période de questions. On a une question pour M. Simard. Quelqu'un va peut-être dégager ma vidéo, là, mais moi, je n'y arrive pas. Mon bouton est bloqué, je vous le dis tout de suite. Donc, M. Simard, a-t-on un aperçu, attendez un peu, ça a bougé. A-t-on un aperçu de quelles sont probablement les conditions chroniques les plus associées aux hospitalisations et complications? En fait, on dirait que j'entends de l'écho. Excusez. Dans les 21 groupes de maladies qu'on avait utilisés, donc nous, c'est vraiment, il faut faire attention, là, c'est vraiment 21 groupes de maladies qu'on étudiait. Donc, parmi ces 21 groupes-là, il n'y en avait pas de maladies qui semblaient se démarquer tant que ça des autres. Donc, la quasi-totalité était associée autant au risque de décès que d'hospitalisation. Puis quand on regardait de façon globale, en ajustant pour l'âge et les autres maladies, les risques relatifs allaient entre 1,1 et 1,4 pour ce qui est de leur surplus relatif là, de risque de décès ou d'hospice. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains sous-groupes plus fins de maladies qui sont beaucoup plus associés au décès aux hospices que d'autres. Mais quand on prenait des groupes un peu plus larges, on ne voyait rien là, qui se démarquait de façon tangible. On ne voyait pas une maladie qui se démarquait de façon tangible d'une autre. D'accord. Ça peut être dû à des raisons méthodologiques. Là. Vous avez aussi piqué la curiosité avec le lien. Je retrouve, attendez un peu, les messages. J'arrive tout de suite. Comment expliquer l'augmentation de risque de décès en lien avec le nombre de comorbidités beaucoup plus grandes chez les plus jeunes, les moins de 60 ans, par rapport aux plus âgés, de 60 ans et plus? Ici, je dirais juste, là, si j'ai dit ça, je me suis peut-être mal exprimé, là, mais on voyait en fait, ce n'est pas le risque qui est. On voit que le risque, peu importe le nombre pour le même nombre de maladies, il est toujours plus élevé avec l'avancée en âge. Donc, ça, je voulais juste clarifier ce point-là. Là. C'est simplement que si on regarde par rapport au groupe de base qui est 0 maladie, donc l'excès de risque quand on a plusieurs maladies de façon relative, quand on se compare le risque de décès chez les 4 maladies, par exemple, au risque de base pour les aucune maladie,
cette augmentation-là, ce risque relatif-là est beaucoup plus important chez les jeunes que chez les plus âgés. Puis, avec nos statistiques, nous, on n'est pas capable d'identifier la cause de ça. Il y a certaines hypothèses, entre autres, là, comme le niveau de vulnérabilité, puis aussi là, le système immunitaire de la catégorie de base, donc des zéro maladies, est susceptible d'évoluer selon l'âge. Donc, on ne se compare pas nécessairement au même groupe. Oui, c'est le groupe zéro maladie, mais ce n'est pas les mêmes personnes. C'est des gens plus âgés, plus vulnérables, avec un système immunitaire qui est peut-être différent. Donc, ce qui pourrait expliquer le fait que cet excès de risque-là serait moindre chez les jeunes, mais c'est des hypothèses. Là, avec nos données, on n'a pas là, la vraie raison. Merci. Attendez un petit peu. Jusqu'à quel point vos résultats vont-ils dans le même sens que ce qui est observé à d'autres endroits dans le monde, pays, État, province? M. Simard, toujours. C'est très similaire, surtout quand on a pris le temps beaucoup de se comparer avec ailleurs dans le monde lors de la première vague, avec les données de la première vague des autres pays. Puis nos résultats étaient vraiment très similaires, mais ce qu'il faut faire attention, ce qui était difficile parfois pour se comparer, c'est que la plupart des études n'ajustaient pas pour les autres maladies chroniques. Donc, par exemple, en début de pandémie, dans la littérature, on voyait souvent des risques relatifs ou des rapports de cas de 4, 5 pour dire les gens qui ont de l'hypertension ou, par exemple, des troubles cardiaques ont 5 fois plus de risques de décéder ou d'être admis à l'hôpital, mais ils n'ajustaient pas pour les autres maladies. Donc, pour ces raisons-là, mais quand on a réussi à trouver quelques études qui étaient semblables à la nôtre et les résultats étaient somme toute assez comparables. Mais encore là, comme je le dis, c'est que des fois, les catégories des maladies, la façon qui étaient regroupées n'était pas les mêmes. Donc, on voyait dans certaines études qu'il pouvait dire des gens avec des problèmes de greffe, qui ont eu une greffe rénale de rein, ont des risques beaucoup plus accrus. Mais nous, la façon dont on catégorisait nos maladies, on n'avait pas un détail aussi fin. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'intention des autres conférenciers également? Si vous n'avez pas d'autres questions, c'était très clair pour nos panélistes. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Merci aux panélistes. Ça m'a fait plaisir de participer avec vous à cette conférence et je laisse Marie-Pascale Sassine, chef de l'unité santé au travail à l'INSPQ, le mot de la fin pour clore ce webinaire. OK, merci beaucoup, Monica. Merci pour ta belle animation. Alors, merci aux panélistes aussi. N'oubliez pas de compléter votre formulaire d'évaluation. C'est important pour nous. Il y a plusieurs questions qui concernent la disponibilité des présentations. À chaque fois, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le partage? C'est un peu compliqué, un peu complexe. Je vais essayer de voir avec les panélistes et ce qui est possible de faire. On pourra peut-être, comme on a vos adresses courriels, comme vous êtes inscrits, on pourra voir ce qui est possible de faire. Alors, Abigail vient de déposer le lien pour le formulaire d'évaluation dans l'espace chat. Je ne me souviens plus comment tu as dit, Monica, de façon très, très habile et élégante. En tout cas, le clavardage. Bon, parfait, merci. Merci encore une fois aux panélistes et je vous souhaite un bel après-midi en ce vendredi un peu nuageux.